Rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle table ronde où on va parler désormais de retour sur investissement et de médiatisation des podcasts. J'accueille sur scène Julien Mauss, CEO et fondateur d'Edisound, Sandrine Auvray, content leader audio de chez Decathlon, et Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast. Bonjour à tous les trois. Et bienvenue. Alors, avant peut-être de parler de la médiatisation du podcast, on va peut-être parler du projet que vous avez lancé chez Decathlon, où vous avez été notamment accompagné par Mélanie. Qu'est-ce que c'est ce podcast que vous avez chez vous ? Qu'est-ce que c'est que ce podcast qu'on a chez nous ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un podcast qui permet d'accompagner les sportifs dans leur pratique ou de les remettre au sport, ou alors un autre format qui permet de divertir les sportifs et les sportives avec un récit très immersif. Donc, du conseil et du divertissement, on va dire. Pourquoi est-ce que Decathlon a choisi de se positionner sur ce format audio ? Alors, pourquoi ? Déjà parce que à l'époque, puisque maintenant il y a 2 ans quand même, pratiquement 2 ans, ça nous paraissait être un format innovant, d'accord ? Et puis un format qui nous permettait d'être plus authentique, d'avoir une proximité, de pouvoir raconter des belles histoires. Voilà, je pense que c'était vraiment le format qui s'appropriait le mieux à ce qu'on avait envie de raconter. Voilà, donc authentique, immersif, vrai, proximité. Comparativement à du conseil, de l'article ou de la photo, de la vidéo. Voilà. Chez Bonjour Podcast, Mélanie, tu accompagnes des marques. Qu'est-ce que les marques viennent chercher dans ce format ? Alors Sandrine en a parlé très bien là, juste à l'instant. On en a parlé aussi ce matin à l'étude à CSA. On sait qu'aujourd'hui, le podcast, c'est le média de l'intime, je dirais surtout de la proximité. C'est un média qui est tout de suite apparu pour les marques innovant. Alors il y a 2-3 ans, c'était innovant. Maintenant, ça paraît un peu plus démocratisé, même s'il y a encore du chemin à faire. Et surtout, les marques ont compris que, contrairement à de la vidéo, des spots à la télévision, etc., c'était perçu par les auditeurs comme très authentique. Donc la prise de parole des marques, et c'est aussi ce qui est bien et un peu plus difficile aussi, c'est de penser un podcast de manière authentique, tout en passant le message que la marque souhaite passer. Donc elles viennent chercher la liberté de format, parce qu'on peut faire autant du 5 minutes que du 1h30, et l'authenticité. C'est vraiment ce qu'on perçoit autour de tous les projets qui sont créés. Et elles viennent chercher aussi du retour sur investissement et que ça fonctionne. Oui. C'est pour ça que Julien est avec nous. Sandrine, qu'est-ce qui a le plus fonctionné ou le moins fonctionné sur ce podcast selon vous, très, très factuellement ? Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a une chose importante quand même. Ce qui a bien fonctionné, moi, ce que j'ai aimé dans le projet, c'est aussi la valorisation des collaborateurs de l'entreprise, puisque dans les podcasts, il y a des experts et des expertes qui interviennent sur des sujets liés à la santé, nutrition, sport, bien entendu. Mais après, il y a les expertises des collaborateurs et des sportifs. Donc voilà, cette mise en avant, ce projet qui était très très chouette pour l'entreprise. Après, ce que j'ai aimé aussi, ce qui a bien fonctionné, c'est le match avec l'agence de prod, de pouvoir évoluer ensemble, construire ensemble, changer les formats, changer le temps. Et après, ce qui a moins fonctionné, c'est pas moins fonctionné, mais peut-être plus compliqué, eh bien, j'ai envie de dire se rendre visible. Voilà, c'est peut-être la seule chose. Après, le reste, c'est juste une belle aventure, mais se rendre visible, c'est peut-être la chose la plus longue à faire. Enfin, ce que j'ai ressenti. C'est bien compris, Mélanie, maintenant, le besoin par les marques, immédiatement dès le début du projet, de penser à sa réussite en termes de chiffres et de médiatisation, de visibilité. Alors je dirais de plus en plus, je dirais pas à 100% aujourd'hui quand une marque vient nous chercher pour qu'il y ait un podcast. On a la plupart du temps toute l'attention et les budgets qui vont avec sont sur la production, donc les efforts de production, la qualité sonore, etc. bien sûr.
Et il y a 2-3 ans, il n'y avait vraiment rien sur le sujet de la médiatisation. Aujourd'hui, en 2022, on a quand même beaucoup de marques qui ont déjà testé le podcast sur un premier projet, que ce soit une saison ou une série, et qui sont, alors pas échaudées, mais qui ont de l'expérience en fait, des écoutes et des audiences qu'elles ont eues sur leur premier podcast, et qui viennent maintenant nous dire, voilà, on veut ce nouveau projet. Par contre, quelle portée vous pensez qu'on puisse avoir de manière naturelle et avec la médiatisation. Donc en fait, c'est compris, mais pas par les marques qui font du podcast en première fois. Je pense que c'est pas encore à 100%, mais celles qui sont en deuxième projet de podcast, en général, c'est ce retour justement sur investissement qui vient en tête en premier. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'avec Sandrine, on a pu collaborer sur toutes ces campagnes de médiatisation. C'est vrai qu'à la télévision, on se pose moins cette question, puisque le budget de production d'une publicité, généralement, coûte moins cher que sa diffusion à des heures de grande écoute, en prime, etc. Donc c'est vrai que peut-être qu'il faut se comparer là, et on en est encore loin. Julien, pourquoi c'est efficace, pourquoi c'est important pour une marque de pousser son contenu, selon toi ? C'est un petit peu comme en vidéo, tu viens de l'évoquer à la télévision. Aujourd'hui, les marques qui font des contenus vidéo vont en faire la promotion, soit en télé ou en digital. Et sur le podcast, c'est la même chose. À partir du moment où on investit quelques dizaines de milliers d'euros pour produire un joli contenu, qu'il est référencé dans les plateformes musicales et qui stagne à quelques petits milliers d'écoutes, on a un réel problème de ROI. Donc il y a une nécessité de penser dès le départ de production égale plus distribution égale ROI. Donc ça se pense au démarrage du projet, et aujourd'hui il y a des solutions qui permettent d'apporter du ROI et de créer des audiences soit très rapides, immédiates, soit également bien entendu dans la durée. Mais c'est selon, j'imagine, la stratégie de la marque. Peut-être que certaines veulent faire des one-shots et pousser un contenu très fort, très vite sur un produit. Et peut-être des médiatisations plus longues. Et peut-être que là, les outils ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, il y a des acteurs comme Decathlon qui produisent des podcasts tout au long de l'année, mais qui vont également avoir un besoin régulier de soutenir des épisodes. Et puis, comme tu le dis, il y a des annonceurs qui vont avoir la volonté, la nécessité de produire une série assez courte, et qui vont de la même manière avoir besoin de rencontrer des audiences. Donc aujourd'hui, il y a des moyens de faire ça, de sortir les podcasts des grandes plateformes et de les rendre visibles et disponibles en découvrabilité sur les gros carrefours d'audience. C'est le modèle que nous on offre en tout cas aujourd'hui chez Edison, avec un modèle à la performance de garantie d'écoute. Donc c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui, les plateformes musicales n'ont pas vraiment de modèle de découvrabilité, et c'est vraiment dommage quand on produit des contenus de les laisser dans la confidence. Quelle stratégie vous avez eue chez Decathlon, justement long terme, court terme, plutôt long terme, ce que j'ai compris? Oui, c'est ce que tu as dit. Long terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quasiment 2 ans, effectivement, il y a un épisode qui sort chaque semaine. Donc, il y a deux choses. Il y avait le fait de rendre visible ce contenu, ce format dans l'écosystème de Decathlon sur plusieurs canaux de diffusion différents. Donc la partie interne, le rendre visible sur les plateformes d'écoute de musique, comme tu le disais, et ensuite de pouvoir le rendre visible sur tous les outils qui permettent de médiatiser et de le découvrir plus facilement, ou de trouver une autre audience. Voilà. Donc j'ai essayé de tabler, j'ai tapé à toutes les portes. Mélanie, justement, pour faire un peu de pédagogie, à partir de quels sont un peu les budgets, les ordres d'idées qu'on peut avoir sur de la médiatisation, et quel est le ratio entre la production et justement le faire connaître? Ça, c'est toujours une grande question. Alors, je vais juste rebondir avant sur la réponse de Sandrine par rapport à la stratégie de médiatisation. Et c'est vrai que quand on a commencé il y a un an, à peu près 1 an et demi, il y avait un peu une nébuleuse sur ce qui marche, en quelque sorte, parce que qu'est-ce qui marche, à quel niveau on considère que ça marche, quel nombre d'écoutes, quel nombre d'audiences. Et donc, ce qui a été fait, c'est surtout de se dire quels sont les objectifs,
Quels sont les objectifs? Parce que c'est un rapport en fait avec la question des budgets et des ratios production et médiatisation. Quels sont les objectifs en termes d'audience? Quels sont les objectifs en termes de notoriété de la marque, en termes d'image de marque? Et à partir du moment où on a ces objectifs-là, donc ça peut être, pour certaines marques, c'est avoir 1000 écoutes par épisode, tout épisode confondu. Pour d'autres, c'est d'avoir une croissance de 20% à chaque mois. Vraiment, c'est en fonction des marques et de leurs audiences et de leur communauté. Et donc, avec Decathlon, comme c'était un podcast à l'année, ce qui n'est pas toujours le cas, on a fait des campagnes qui ont été réparties sur toute l'année, dont celle d'Eddie Sound récemment. Et pour répondre à la question du ratio et du budget, alors moi je vois de tout, ça peut aller de 1000 € la campagne complète à 100 000. Donc il n'y a pas une réponse à faire sur quel est le budget à mettre. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on met 1000 €, on n'aura pas le même nombre d'écoutes que si on met 100 000 €. Et donc parler de ratio, c'est plus intéressant, je trouve. Quel est le budget qu'on a mis sur la production? Si c'est un budget de 10 000 € pour une série, par exemple, avoir au moins un tiers de médiatisation, ça serait le minimum. Parce que si on considère qu'on met 0 sur la médiatisation et qu'on mise tout sur l'organique, c'est-à-dire les écoutes qui vont arriver naturellement, ça va forcément être plus décevant. Ça va être forcément plus décevant. Même si on n'avait aucune attente, ce que j'ai souvent comme réponse des entreprises qui ont déjà créé des podcasts, c'est on n'avait pas d'attente, mais on est déçu. Et du coup, vaut mieux créer d'abord des objectifs et en avoir en tête dès le début, pour ne pas être déçu, ou alors l'être, mais on sait pourquoi. Mettre une stratégie en place pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs plutôt que d'être déçu dans tous les cas de figure parce qu'on n'avait pas ni de budget, ni de stratégie, ni d'attente, mais on est déçu parce qu'on a fait moins que ce qu'on aurait pensé, sachant qu'on n'a pas de chiffres à part la CPM pour se comparer, mais souvent dans son secteur d'activité, souvent les marques ont des secteurs d'activité très précis, on ne peut pas forcément se comparer à un autre podcast. Donc je dirais au minimum un tiers de médiatisation pour le podcast. Si on en fait plus, tant mieux. Je ne sais pas si... Peut-être pour compléter sur la partie... ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes agences et les annonceurs, c'est qu'il y a un ratio de un tiers, un tiers, deux tiers. C'est-à-dire quand on met 10 en production, on dit qu'il faut mettre 20 en médiatisation. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur tous les autres contenus, vidéo ou autres. On n'y est pas encore aujourd'hui au podcast. Si on fait du 1 pour 1, déjà on commence à être content. J'étais à une autre conférence la semaine dernière où il y avait un annonceur qui avait fait une première prise de parole en podcast qui avait mis 10% de son budget. Et évidemment, ça n'a pas scalé. La deuxième prise de parole, il a mis autant de budget que ce qu'il avait mis en prod. Il commence à être content, mais ce qu'il disait, c'est que sur sa troisième prise de parole, il faudrait qu'il mette au moins 5 fois pour qu'il soit content en termes de ROI. Donc, comme tu disais, sur les budgets, il n'y a pas vraiment de référent. Nous, on a vu des annonceurs, on a 2 ans d'expérience et qui sont venus l'année dernière avec des budgets de 5, 10 000, etc. On a aujourd'hui des comptes qui vont rentrer, alors forcément des grands comptes, mais sur des 50, 100 000 € d'investissement par campagne. Ça va être aussi en fonction de ces budgets. Mais je pense que le ratio à avoir, c'est minimum 1 pour 1 pour qu'on ait quelque chose derrière en termes d'audience et avoir cette capacité de créer des audiences bien engagées. Avoir la même logique d'investissement que sur les autres médias, c'est ça? Mélanie? Moi, je suis un peu plus réservée dans le sens où c'est difficile aujourd'hui d'accompagner les clients vers ça, mais je suis d'accord dans l'absolu. Dans l'absolu, il faudrait 1 pour 1. Ce qu'on fait avec certains clients d'ailleurs, et ça marche très bien. Enfin, on a un retour sur investissement si on considère que le retour c'est l'audience et pas des ventes, parce que là on peut en parler aussi longtemps, mais chercher des ventes avec un podcast c'est très difficile, ou en tout cas c'est pas forcément ce pourquoi on crée le podcast. Mais 1 pour 1 c'est bien, on n'en est pas encore là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des entreprises qui ne font même pas du tout de médiatisation encore aujourd'hui, et donc déjà de leur dire un tiers, ensuite 50% et ensuite 100% de votre budget production, ça vous mettez la même chose sur la médiatisation, et de le penser dès le début, parce qu'aujourd'hui c'est un peu des budgets qui se créent après coup, et donc on a l'impression j'ai déjà mis la main au porte-monnaie et je recommence parce qu'en fait ça n'a pas marché. Et en fait il ne faut pas forcément le penser comme ça, mais plutôt se dire mon budget global, il y a la moitié qui va dans la prod et la moitié dans la médiatisation. On a encore ce discours aujourd'hui des marques qui estiment que le podcast c'est pas cher du tout, c'est pour ça qu'elles y vont. Puisque du coup, ça peut faire une mauvaise surprise de se dire qu'en fait, si on rentre dans une logique après d'investissement et de retour,
oui, effectivement, il y avait un bel investissement à penser dès le début. Ouais. Pas cher du tout, je pense pas que ça soit encore comme ça, mais moins cher que la vidéo ou moins cher que d'autres spots radio, peut-être que ça c'est toujours en tête. Mais je pense qu'on parle moins d'attrait du podcast par rapport au budget que de ses qualités dont on a parlé ce matin durant l'étude, voilà, de toucher les audiences cibles, de crédibilité de la marque, des choses vraiment très intrinsèques au podcast, aux médias, plutôt que c'est pas cher, on va le faire. Sandrine, comment est-ce que vous définiriez, vous, le retour sur l'investissement que vous attendiez sur ce que vous avez fait, et sur les conseils de Mélanie avec Edison, comment est-ce que, quelles évolutions vous avez pu avoir? Pour être assez concrète, sur l'année où Mélanie m'a accompagnée, où on a mis en place effectivement une stratégie de médiatisation, je pense qu'on a quasiment doublé les écoutes. On les a doublées. On a doublé les écoutes, on a augmenté les auditeurs uniques, doubler les audiences, les écoutes. Pardon, peut-être pour revenir sur la question du pas cher, je pense que la grosse problématique aujourd'hui qu'on rencontre vis-à-vis du marché, c'est qu'il n'y a pas forcément de stratégie. On fait ça un petit peu pour voir, un peu curieux, c'est un peu la danseuse, le truc innovation, etc. C'est cool, on va cocher la case. Et forcément, quand on a cette approche, avoir des expectations, des attentes en termes de ROI, d'audience, etc., c'est difficile parce qu'au départ, on n'a pas fixé d'objectif, on n'a pas fixé de stratégie. Donc la question, c'est comme pour tout business, c'est de démarrer le pourquoi. Voilà, pourquoi on fait ça. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place des choses qui vont apporter des résultats, quels que soient les moyens. Parce que ce que vous, Sandrine, avec Decathlon, au début, vous vous êtes pas du tout dit, c'était vraiment plus un beau projet que vous vouliez faire et vous n'aviez pas cette dimension? Pour être honnête, je pense qu'effectivement, au départ, c'était vraiment plutôt un test, un test sur ce format. Après, rapidement, on est quand même passé à la seconde en se mettant des objectifs. Donc, poser des objectifs, se fixer des KPI, voilà, et pour trouver aussi le ROI derrière, comme par exemple, l'engagement de la marque ou crédibiliser les expertises aussi. En fait, je pense que le numéro 1, c'était ça, c'était crédibiliser les expertises sportive de la marque, par exemple, en tout cas de l'enseigne. Mais oui, au départ, on n'avait pas des choses aussi précises. On est parti un petit peu en mode projet, on teste, mais après, rapidement, on a posé les armes. Justement, Mélanie, sur les leviers de réussite d'un podcast, là, on a plusieurs éléments qui peuvent rentrer. Comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? On a les solutions comme Edison, peut-être d'autres complémentaires? Oui, alors je dirais qu'ils se classent en deux catégories. Il va y avoir les leviers qui sont purement du contenu, de stratégie éditoriale, parce qu'on a beau faire toute la médiatisation du monde, si on a un podcast qui ne touche pas la bonne cible par rapport à sa marque, ça ne marchera pas forcément. Donc là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire, de ne pas parler forcément que de soi, de parler d'une valeur ajoutée, voilà, tout ce qui est éditorial. Donc ça, c'est le premier levier de réussite, parce que si on ne l'a pas, ça ne sert à rien de médiatiser un podcast. Et par contre, sur tout ce que... Alors, on appelle ça médiatisation, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire que de l'achat média. Je pense que c'est très efficace, ce qu'on a testé avec Julien d'Edison. On a des écoutes qui sont garanties, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais on a aussi d'autres leviers. Alors, il y a des leviers qui sont organiques, il y a des leviers gratuits, qui prennent du temps, donc le temps, c'est de l'argent. Mais ça va être de soigner tout ce qui est SEO, donc avoir les bons titres de ces épisodes de podcast, penser mots-clés, avoir les bonnes descriptions et intégrer tous les bons mots-clés aussi. Alors ça paraît simple, mais c'est pas toujours fait. Et si c'est bien fait dans tous les épisodes de podcast, ça peut avoir un impact fort sur les algorithmes, sur la visibilité sur les plateformes de podcast. On sait que c'est là que les podcasts sont découverts le plus. Il y a aussi, pareil, le SEO, mais qui va être texte, c'est-à-dire d'intégrer dans son site web, parce que les marques créent des podcasts, mais ne les rendent pas visibles. Elles ne vont pas forcément mettre un onglet podcast sur leur site web, ce qui est dommage, puisqu'elles ont déjà une portée importante sur leur site web. Il va y avoir des pages dédiées aux articles de podcast, mettre un lecteur audio sur chaque page. Il va y avoir de la promotion aussi avec des influenceurs, faire toute une campagne qui est pensée dès le lancement ou petit à petit, si on a un podcast qui est sériel comme celui de Decathlon, pour faire en sorte qu'on coche toutes les cases de l'optimisation de la visibilité. Alors justement, pour revenir dans le concret, Julien, qu'est-ce que vous avez mis en place
Pour Decathlon, quels outils d'Edisound et quel dispositif vous avez lancé? Nous, c'est très simple. Comme je l'expliquais, concrètement, on a des partenariats avec une centaine de sites médias en France qui nous permettent de couvrir toutes les cibles et tous les contextes, soit B2B ou B2C. Donc, ces médias jouent notre player audio pour faire découvrir leurs podcasts éditoriaux. Et étant intégrés nativement dans les articles, ça crée un bassin d'audience qui est très important, parce qu'on peut couvrir aujourd'hui plus de 7 internautes sur 10 qui seront tous les mois exposés à notre player. Et donc, ce bassin d'audience, on le met à disposition de nos clients. On travaille autant avec des podcasteurs indépendants, des agences, des studios, etc., pour qu'ils viennent faire découvrir leurs podcasts et les faire écouter, et engager les audiences avec leur contenu. Et ça, sur un modèle à la performance. Donc ça fonctionne très bien. On a à peu près 300 clients depuis le démarrage. Et on a lancé une petite innovation qu'on a testée d'ailleurs ensemble avec Sandrine. Quand on parle de podcast, on parle souvent du contenu audio, l'audio, etc. Mais il y a une attention plus ou moins affirmée sur la partie visible du podcast, c'est-à-dire son image et son titre. Et c'est quand même c'est ce qui va donner envie aux users de s'engager, à l'internaute de venir cliquer, de découvrir le podcast. Et là-dessus, on a sorti une fonctionnalité qui permet sur un épisode d'utiliser une multitude de titres et d'images et de créer des combinaisons, des scénarios publicitaires à la volée, et de déterminer quels sont les scénarios qui permettent d'avoir le meilleur engagement en termes de taux de clic, donc l'effet de désirabilité, et taux de complétion sur l'engagement, et de déterminer les meilleures performances. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on aime bien faire chez Edisound, c'est d'innover et d'essayer au-delà de la quantité d'écoute qu'on est capable de générer pour nos clients, de temps passé, d'engagement sur les contenus de nos partenaires. Parce que quand on pousse un contenu, on a peut-être un pic sur l'épisode, sur le moment où c'est poussé. Comment est-ce qu'on fait derrière pour fidéliser, pour garder les auditeurs qu'on a réussi à ramener vers le contenu, Mélanie? Bonne question. Il n'y a pas de recette magique. Je dirais qu'au-delà de garder après, il y a le bon ciblage aussi durant la campagne. Parce que c'est vrai qu'on peut faire une campagne avec 300 000 impressions et toucher énormément de monde partout. Si on n'a pas ciblé, là par exemple pour Decathlon, il va y avoir une majorité de femmes, de personnes qui sont sportives, des sportifs de famille, on va dire du dimanche, comme des sportifs un peu plus aguerris. Donc déjà bien cibler durant la campagne les médias qui touchent exactement la cible que l'on souhaite. Ça va augmenter les chances que les personnes restent, puisque la personne qui va voir, qui va y entendre le petit spot sur un média partenaire d'Edisound va découvrir le podcast de Decathlon. Et s'il n'est pas du tout dans la cible, forcément, il ne va pas devenir un auditeur fidèle. S'il est dans la cible, il va se dire « Ah tiens, je vais cliquer, je vais voir ce que c'est » et Graal, s'abonner au podcast. Donc pour le retenir, ça serait déjà en amont de bien cibler les campagnes. Et en aval, ça va être de continuer en fait, à faire des actions. Et notamment, on a vachement réfléchi en fait, avec Sandrine, parce que la campagne était en juillet. Donc c'est qui tout double, puisqu'en juillet, il y a moins de monde dans les transports, etc. Mais c'est aussi un moment où les gens sont en vacances, font du sport, et le but c'était d'avoir en septembre des nouveaux abonnés qui sont restés. Et donc c'était ça qu'on souhaitait avoir. Et donc en septembre, faire des épisodes qui parlent à ces nouveaux abonnés, pas forcément aux anciens. Penser en fait vraiment la stratégie en fonction de cette campagne-là. Julien, sur cette question de la fidélisation peut-être ? Oui, c'est évidemment important. Donc il y a un premier enjeu aujourd'hui qui est la découvrabilité, la démocratisation du podcast. Donc en agrégeant l'audience des plus grands médias français, on répond déjà à ce premier enjeu de la fragmentation des audiences et avoir un acteur de poids de l'open web face aux plateformes qui puissent générer des volumes. Donc ça, on est capable de le faire très très bien. Et on porte une attention également ensuite sur l'engagement. Donc il y a toute la chaîne des indicateurs de performance qui vont du nombre d'impressions au nombre de plays, au nombre d'écoutes, au taux de clic, à taux de complétion, la durée, etc., qu'on mesure très précisément parce qu'on a un marqueur à la seconde sur notre piste audio. Et des petites fonctionnalités d'AB test qui nous permettent d'optimiser ça.
On a la capacité de générer des abonnés en notification, c'est-à-dire que si je clique sur mon player, sur le petit cœur, je vais pouvoir m'abonner, recevoir des notifs sur mon web browser, ou que ce soit desktop ou mobile, ce genre de choses. On commence aussi à réfléchir à pouvoir faire éventuellement du renvoi de trafic vers des plateformes, mais on sait aussi de notre expérience en performance marketing que dès qu'on fait de la redirection de trafic, on perd du monde, pour 1000 raisons, des raisons techniques, des raisons de distraction, etc. Donc on essaie de conserver tout notre enjeu après avoir bâti un réseau très puissant de marques médias, c'est de faire rester les audiences, qu'elles consomment le plus possible. Donc ça passe, comme disait Mélanie, par des investissements dans nos algorithmes pour aller en gros délivrer le bon podcast à la bonne personne au bon endroit au bon moment, ce qui est un peu le Graal de la publicité, que même Google ne matche pas à 100%, mais c'est tous les efforts sur lesquels on investit nos équipes pour arriver à ça. Alors, on va prendre des questions, si vous voulez, préparez-les. Je reviens dans une minute, une ou deux questions. Mais avant ça, on parle d'écoute garantie depuis le début. Comment est-ce qu'on garantit une écoute? Et qu'est-ce que c'est une écoute garantie Comme peut-être Mélanie, Julien. On peut pas répondre tous les deux, je pense. Une écoute garantie, déjà, qu'est-ce que c'est une écoute? Une écoute, c'est pas forcément la même chose partout. Alors, selon les normes maintenant, la CPM, c'est un téléchargement 1 seconde, et IAB2, c'est 60 secondes. Donc, c'est un téléchargement égale 60 secondes d'écoute. Donc ça, c'est une écoute déjà dans le podcast, ce que ça veut dire. Et une écoute garantie, c'est dans les campagnes de médiatisation, comme avec Edisound ou d'autres partenaires, proposent plusieurs types d'écoute garantie, avec des durées différentes. Donc, si je ne me trompe pas, c'est de 1 seconde, 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, et on choisit en fonction de ce qu'on souhaite. Oui, exactement. Ouais. Et alors moi, mon conseil, c'est de se choisir le plus haut possible. Après, j'imagine que ça dépend des stratégies. En gros, quand j'ai commencé sur ce business, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous qualifiez une écoute? Et j'avais à peu près autant de réponses que de fois où je posais la question. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Mélanie, il y a différents standards. Et donc, plutôt que d'en proposer qu'un seul, on a souhaité proposer tous, parce qu'il y a des stratégies qu'opèrent les marques annonceurs qui sont différentes. On propose aussi les 3 secondes qui viennent des réseaux sociaux. Clairement, aujourd'hui, là où investissent massivement les marques, c'est quand même TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et eux, ils considèrent une vue ou une écoute à 3 secondes. Donc, il nous paraissait normal d'apporter également ce standard si à un moment donné, la marque veut pouvoir se comparer à des KPI qui existent sur d'autres leviers. Nous, on n'est pas là pour faire le juge, on est juste là pour dire, voilà, on a l'intégralité des formats, et en fonction de vos objectifs, vous choisissez. Et évidemment, il y a un pricing derrière qui s'opère. Et ça, cumulé au contexte, évidemment, c'est pas la même chose si on veut engager son podcast sur les décideurs en entreprise sur un sujet RH, par exemple, que si on veut aller toucher toutes les cibles sur une complétion courte. Voilà. Donc et en fonction de la complétion que va choisir notre client, on va lui garantir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'écoutes en fonction de ses objectifs et de la complétion qu'il aura choisie. Donc ça ne veut pas dire que l'internaute arrête d'écouter à 60 secondes, bien au contraire, mais on lui garantit qu'il aura écouté au moins jusqu'à 60 secondes. Et donc on s'affranchit d'un certain engagement vis-à-vis du contenu de nos clients. Il faut bien aussi comprendre que généralement dans les podcasts de marque, la marque elle-même est citée dans les généralement moins de 10 secondes. Donc l'exposition à la marque, elle est généralement très très bonne. On a aussi un aspect visibilité. Je reviens sur l'aspect désirabilité. L'image. Ne travaillez pas que le son, mais aussi votre image. C'est pas interdit de positionner son logo dans l'image, c'est pas sale. Et ça va aider la marque à travailler bien entendu son image et son engagement, bien sûr. Parce que la marque, elle a un capital. Il faut s'en servir. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? N'hésitez pas, on va faire passer un micro. Oui, tout là-haut. Et là aussi. Levez bien la main qu'on vous voit. Une là, parfait. Allez, bonjour. Je
Je vais m'adresser à Sandrine. Qu'est-ce que vous avez appris dans les 2 dernières années sur le balado, quand vous l'avez lancé, sur votre méthode de faire, sur la durée du balado, sur le contenu? Vous avez sûrement appris plusieurs choses, puis après ça, vous les avez alignées pour aller chercher de l'auditoire supplémentaire. On va dire les bonnes pratiques peut-être pour se lancer. Oui, j'ai l'impression... merci pour la question, mais il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, il y a beaucoup de... Enfin, ça revient aux bonnes pratiques. Il y a beaucoup de choses que Mélanie a évoquées, comme apprendre à travailler mieux sa cover, travailler mieux son descriptif. Par exemple, un truc que je ne travaillais pas forcément correctement au départ, c'était de mettre le cœur du sujet sur les premières lignes, par exemple, du descriptif. Parce que finalement, quand tu regardes le podcast sur ton appli, ce qui va apparaître en premier, ça va être... en tout cas, c'est ce qui doit susciter l'envie de cliquer et d'aller écouter le podcast. Donc, en tout cas, tout ce qui peut rendre sexy le sujet, donner envie, il faut le mettre sur sa cover, sur le titre et sur les 2 premières lignes du descriptif, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps. La notion des formats, oui, il est évident quand même qu'il est plus simple de générer des écoutes. Alors, si je me trompe, vous me le dites, je n'ai pas la réponse à tout, mais générer des écoutes avec des formats peut-être un peu plus courts que les récits très immersifs qui durent 50 minutes. Il y a une espèce de logique, j'ai l'impression, en tout cas de pouvoir créer du contenu plus facilement, plus rapidement, peut-être d'une manière moins onéreuse, et donc de pouvoir publier plus facilement et de générer des écoutes et d'augmenter, etc., de remonter plus facilement. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre après sur ce que j'ai... Il y avait ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, je ne sais plus trop. Après, j'ai remarqué, dans nos sujets, dans la chaîne que j'ai créée, tous les sujets qui étaient cross au sport fonctionnaient mieux, par exemple. Je me suis rendu compte que l'alimentation, la nutrition, c'est le Graal de tout le monde. Tout le monde veut savoir si on doit manger avant ou après le sport, l'index glycémique, etc., ou ventre plat. Mais en tout cas, tous les sujets cross sport fonctionnent bien mieux que la découverte du windsurf, par exemple. Donc ça, je l'ai découvert avec les tops des épisodes, les audiences. Inviter des experts, des expertes, ça c'est un super sujet aussi. Il y a plein de choses. On peut en parler après si tu veux. Deux mots de Julien. Juste pour compléter, quand tu dis il faut mettre le cœur au début du descriptif, la même chose sur le début du podcast. Dans les 10 premières secondes, reprendre la punchline de l'invité, il faut donner envie. On voit beaucoup de podcasts où on s'écoute un peu parler et le sujet arrive après beaucoup trop de minutes. Voire dizaines de secondes, et je pense qu'il faut donner envie d'y aller et pas faire trop salle d'attente, si je peux me permettre. Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai opéré, c'est-à-dire que la première année, il y avait mon introduction sur le podcast de Decathlon, ma présentation, et après j'embrayais avec mon invité et le sujet qu'on allait traiter. Au bout d'un an, on a switché. C'est mon invité qui se présente, pourquoi il est là aujourd'hui, et là ça donne envie, après c'est moi on s'en fout. Et voilà. Donc, Super. Eh bien, je vous invite à vous croiser, il y avait une autre question, mais peut-être que vous allez vous croiser dans les couloirs du festival. Merci à vous, merci Julien, Sandrine et Mélanie, et à très vite pour la suite.